1900. Le Paris de la Belle Époque accueille les fastes de l'exposition universelle. Dans les rues de la capitale, tramways et omnibus à cheval battent le pavé. Bientôt pourtant, un tout nouveau véhicule va faire son apparition et révolutionner les transports en commun parisiens. Présenté en avant-première au Salon de l'Automobile de 1905, l'autobus est adopté dès le printemps suivant sur la ligne Montmartre-Saint-Germain-des-Prés. Succès immédiat. Moderne et plus rapide, l'invention s'impose très vite, entraînant en moins de 10 ans la disparition des derniers omnibus à cheval. Mais modernisation et développement sont stoppés net par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Dès le 1er août 1914, 1 millier d'autobus et leurs conducteurs sont réquisitionnés pour le transport des troupes et leur ravitaillement. Pendant les 4 ans qui suivent, la vie s'organise tant bien que mal. À l'arrière du front, les femmes font tourner les ateliers et les premières receveuses font leur apparition sur les lignes parisiennes. Jusqu'à la signature de l'armistice, quelques lignes vont survivre, mais en 1918, 90% des bus de la capitale ont disparu. Il faut tout reconstruire. Entre les deux guerres, les chaînes de production tournent à plein régime, mais la priorité est aussi à l'amélioration du confort des voyageurs. Les anciennes roues à bandage sont abandonnées et en 1929, tous les véhicules adoptent les pneumatiques, bien plus confortables sur les pavés parisiens. Dans les années 30, la cohabitation entre tramway et autobus est parfois difficile dans les rues de Paris qu'il faut désormais partager avec les automobilistes, de plus en plus nombreux et parfois imprévisibles. Jugé encombrant et obsolète, le tramway disparaît en 1938. L'autobus connaît au contraire une vraie période de croissance, mais la Seconde Guerre mondiale interrompt brutalement cet essor. Réquisitionnés au début du conflit, la plupart des autobus disparaissent des rues de la capitale. Pour les Parisiens, c'est le système de la débrouille et parfois le retour à des modes de transport d'un autre temps. Dans les ateliers, il faut s'adapter aux pénuries de carburant. Des bus circulent tant bien que mal, alimentés à l'alcool éthylique, au gaz de charbon de bois, les fameux gazogènes, et au gaz de ville. Dans Paris libéré, pour remettre en route le réseau, une administration provisoire des transports parisiens est rapidement mise en place en 1945. Une loi est finalement votée le 21 mars 1948. C'est la naissance de la RATP. Autrefois rivaux, autobus et métro sont aujourd'hui indissolublement liés par une commune organisation. Mais vivant de ses seules recettes, la régie est confrontée à une situation financière difficile. En 1959, le général de Gaulle lance une réforme. Désormais, le budget de la RATP est financé à 70% par l'État et à 30% par les collectivités locales. C'est aussi la période des premières grosses commandes en série. Les Parisiens découvrent les célèbres véhicules Chausson et les Saumua. Plus sûrs, plus rapides, économiques et plus confortables, ils sillonneront Paris pendant plus de 20 ans. Mais il est de plus en plus difficile de circuler dans Paris. Le 15 janvier 1964, la RATP inaugure ses premiers couloirs de bus. Entre le pont du Carrousel et le Châtelet, les autobus possèdent, à l'extrême droite de la chaussée, un couloir qui leur est strictement réservé de 8h à 21h. Quelques années plus tard, la régie tente l'expérience d'un bus tout en hauteur pour gagner de la place dans un Paris de plus en plus encombré. Ce cher Paris, où les problèmes de la circulation paraissent toujours insolubles. Faut-il élargir les rues, démolir de vieux immeubles? Impossible. Faut-il allonger encore les voitures actuellement en service? Irrationnel. Une seule solution s'impose donc, prendre sur la hauteur, puisque l'air de Paris, heureusement, est à tout le monde. Dans la pratique, faute de succès, l'autobus à étage sera vite abandonné.